Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Chaque semaine, nous vous proposons de revivre les grandes énigmes judiciaires qui ont fait l'actualité de ces dernières années. Drames passionnels, disparitions mystérieuses ou meurtres en série, nous referons l'enquête pour vous. Sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. Vence, le 13 juillet 2000. Christian Iacono, maire de la commune, est mis en examen et incarcéré. Son petit-fils, Gabriel, l'accuse de viol. Lui crie à l'erreur judiciaire, voire au complot. Qui dit la vérité? Orlando, en Floride, le 5 avril 2000. Deborah Fielding est sauvagement agressée alors qu'elle sortait d'un restaurant. Le vol de voiture est-il le seul mobile de ce crime odieux? 25 mars 2015 à Lyon, c'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura duré 15 ans. Christian Iacono, 80 ans, écoute le verdict de la cour d'assises du Rhône. Il a été accusé de viol et de sévices sexuels sur son petit-fils Gabriel. 2 fois condamné pour ces faits en 2009 et 2011, l'ancien maire de Vence n'aura de cesse de clamer son innocence. Comment en est-on arrivé là? Le conflit qui déchire la famille depuis des années est-il la cause de ce drame? Christian Iacono et son petit-fils témoignent dans ce document inédit de Chronique criminelle. C'est l'histoire d'une vie brisée, celle de Christian Iacono, un notable du sud de la France. Je me suis effondré pendant quelques heures, et puis quand je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, t'es en prison. En 2000, son petit-fils Gabriel, âgé à l'époque de 7 ans, l'accuse de l'avoir violé pendant les vacances scolaires. Ça s'est passé dans la salle de bain. Il y a eu des attouchements sexuels pendant les siestes et pendant les douches. 2 clans s'affrontent et se rendent coup pour coup. D'un côté, Gabriel et son père soutenant la thèse d'une agression. De l'autre, son grand-père Christian Iacono et le reste de la famille qui réfutent ces accusations. C'est un climat familial abominable. Il y a de la concurrence, il y a de la haine, il y a de la détestation réciproque. Au cœur de cette affaire, une question qui brûle les lèvres. Qui dit vrai? Pour nous, il était instrumentalisé, ou soit par son entourage, soit par son avocat. 15 ans d'enquête, plusieurs procès, une réputation anéantie, une enfance bouleversée. Entre mensonges et manipulations, la guerre familiale va déchaîner les passions et défrayer la chronique. C'est une bombe, c'est un tsunami, c'est un coup de tonnerre terrifiant. Personne avant ne pouvait envisager pareille ignominie. Voici l'affaire Iacono qui a marqué la justice française. « 25 mars 2015, cour d'assises de Lyon. Ce jour-là, c'est l'affluence dans les couloirs pour le verdict d'un procès en révision. Un fait rarissime, car en 70 ans, seuls 8 condamnés ont vu la justice annuler leur sentence. Christian Iacono, condamné pour viol sur mineur par ascendant, écroué pendant de longs mois, vient y chercher sa réhabilitation. À 80 ans, cela fait 15 ans qu'il se dit non coupable. La preuve de sa culpabilité ne tient plus qu'à une chose, la parole de son petit-fils. Je crois que c'est un bon garçon, mais qui a eu une jeunesse complètement foutue en l'air. Il est temps qu'il reprenne le droit chemin. Alors, Christian Iacono sera-t-il le 9e homme à être blanchi par la justice française ou sera-t-il définitivement condamné? Un marathon judiciaire et surtout une incroyable saga familiale qui commence 15 ans plus tôt. Nous sommes en l'an 2000, à Vence, une commune de 17 000 habitants dans l'arrière-pays niçois. En ce début d'été, une chaleur écrasante s'abat sur la région. Ce vendredi 7 juillet, Christian Iacono, le maire de la ville, un notable reconnu de ses administrés et de ses pairs, s'adonne à son loisir favori, le golf. Une veille de week-end qu'il passe loin de ses obligations administratives, entouré de quelques amis. Mais son parcours va être perturbé.
Dans cette ambiance joyeuse, un coup de fil de la mairie de Vence. Je leur avais pas dit où j'allais parce que je voulais pas être ennuyé pendant ces 2 jours de repos. Et j'ai ma secrétaire, Patricia, qui me dit il y a 2 inspecteurs de la PJ qui sont passés à la mairie qui voulaient vous voir. Il se dit qu'étant maire de Vence, c'est peut-être une affaire municipale, une affaire qui touche à la commune dont il est maire. Et je téléphone aimablement et il me dit Monsieur Iacono, oui, mais on a rendez-vous lundi, donc je vous en parle pas. Je lui dis c'est pas trop sérieux, c'est pas un problème. Non, vous inquiétez pas, il y a rien d'embêtant. Le week-end passe et ce n'est que le lundi, le 10 juillet, que Christian Iacono se rend à la mairie de Vence. Il est serein, mais curieux de connaître les raisons de la visite des policiers. C'est à ce moment-là qu'il débarque dans son bureau et qu'ils lui disent qu'il y a une plainte qui provient de Reims. Il ne lui donne pas beaucoup plus d'explications dans un premier temps. Et puis bon, lui il pose des questions, mais qu'est-ce que c'est cette plainte? C'est votre fils qui a porté plainte pour agression sexuelle sur votre petit-fils. Ces accusations, ce sont celles de Gabriel, 9 ans, l'un des petits-fils de Christian Iacono. Des accusations graves, auxquelles le maire de Vence se dit totalement étranger. Christian Iacono dira qu'il a eu le sentiment que la terre s'ouvrait sous ses pieds. Il est dans un schéma de totale incrédulité et bien sûr, immédiatement, il indique qu'il n'a rien commis de cela. Il dit que c'est impossible, c'est une scène complètement surréaliste qui ne peut pas avoir existé. Il ne comprend pas. Les enquêteurs de la police judiciaire procèdent aussitôt à la perquisition de sa villa, là où les sévices auraient eu lieu. Chaque pièce est donc passée au peigne fin. L'objectif, trouver des vidéos ou des images à caractère pédophile qui accréditeraient les dires du jeune Gabriel. Sur le moment, ils font leur travail, ils font leur boulot. Moi, je suis un fonctionnaire aussi, d'une certaine façon, comme maire, comme officier. Donc, je veux presque les aider. Sur place, Janine, la femme de Christian Iacono, et Cécile, leur fille, assistent stupéfaites à la perquisition. Donc, quand on nous apprend qu'il y a une plainte contre mon père pour agression sexuelle sur son petit-fils, on n'en revient pas, on est complètement estomaqué et bousculé dans les pensées, bousculé par les policiers. Et c'est intrusif, on ne comprend rien de ce qui se passe. Dans la villa, aucune preuve ni élément à charge étayant la piste d'un prédateur sexuel n'est retrouvée. Restent les accusations précises et étayées de Gabriel. Christian Iacono va devoir s'expliquer devant les enquêteurs. Alors, je suis emmené à la caserne au Var, qui est au nord-est de Nice, par les policiers. Donc après, on a passé quelques heures aux casernes pour être interrogés. Et malgré tout ce qu'on a pu leur dire, ils ne croyaient pas. Ils ne voulaient pas nous croire. Donc il se retrouve directement confronté aux policiers qui lui signifient les raisons de sa garde à vue. À l'origine de l'arrestation, un témoignage. Celui de Gabriel, son petit-fils, alors âgé de 9 ans. Tout commence un mois plus tôt. Alors qu'il est en train de jouer chez lui avec sa mère, le jeune garçon est soudainement pris d'une crise de colère. Une fois calmé, il se confie. Son grand-père l'aurait abusé sexuellement il y a 2 ans. La première fois, elle me croit pas. Elle veut pas aller plus loin dans la conversation, elle ne me croit pas, elle n'en parle pas vraiment. Mais ce que raconte alors l'enfant est très précis. Il décrit les scènes supposées de manière très crue, très détaillée. Il va utiliser déjà un langage qui est un langage d'enfant. C'est totalement enfantin, il parle de zizi, il parle du zizi de papy. Papy m'a fait mal, il m'a touché pendant les siestes. Selon Gabriel, les faits se sont produits 2 ans plus tôt, en 1998,
dans la maison de son grand-père. Il était alors en vacances, loin de ses parents qui vivent à Reims. Ce qui se serait passé cet été-là fait froid dans le dos. Et c'est là qu'il va parler d'actes de sodomie. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'il raconte quand il a 9 ans et demi, il a du mal à le situer dans le temps, mais ça se passe à peu près 2 ans avant. Donc on peut considérer que c'est des choses qui se passent vers l'âge de 6 ans à peu près. Face à la gravité des accusations, les parents de Gabriel, tout juste séparés, prennent rendez-vous au CHU de Reims. Il a subi plusieurs expertises et à chaque fois, il a redit la même chose. Les expertises psychiatriques sont formelles. Cet enfant n'est pas un affabulateur. Les propos de Gabriel sont jugés crédibles par les experts psychiatres. Le jeune garçon va être ensuite soumis à un examen physique. Un pédiatre va constater qu'il y a des cicatrices anales qui sont décrites de manière très très précise. Il y a une cicatrice à 17h et une cicatrice à 21h. Donc elle positionne très bien, très clairement ces cicatrices-là. Le diagnostic corrobore les accusations de viol que Gabriel dit avoir subies. Pourtant, en garde à vue face aux enquêteurs, son grand-père persiste. Il n'a jamais abusé de son petit-fils. Ils vous disent, votre petit-fils dit que vous lui avez fait ça. Qu'est-ce que vous dites? Il dit, je vous dis, j'ai jamais fait. Et on va continuer d'asséner un certain nombre de questions à Christian Iacono. Monsieur, votre petit-fils vous accuse. Votre petit-fils a été violé puisqu'il y a des documents médicaux qui le confirment. Ça s'est passé dans la salle de bain, il y a eu de sodomie et il y a eu des attouchements sexuels pendant les siestes et pendant les douches. Il y a des traces qui le prouvent. Le policier, son travail est déjà mâché. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est des aveux. Christian Iacono tente de comprendre le pourquoi de telles accusations et envisage alors la piste familiale. Le maire a 2 enfants. Sa fille, Cécile, dont il est proche, et son fils, Philippe, avec lequel il entretient des relations très tendues depuis plusieurs années. Depuis le départ, il me dit, moi je comprends pas. Il a réfléchi à beaucoup de pistes. Il pointe du doigt son fils, en disant qu'il a sans doute une responsabilité. Un complot qu'aurait fomenté son fils, Philippe. Une thèse à laquelle adhère sa fille, Cécile Iacono. Moi, j'avais une lettre qui était destinée à mon père, de la part de mon frère. Et cette lettre était une menace, parce qu'à la fin de cette lettre, il y avait marqué « Je n'hésiterai pas à utiliser l'enfant comme une arme afin de te détruire ». Et donc, pour aider les policiers à comprendre ce qui se passait, je suis allée la chercher. Que s'est-il passé cet été 1998? Ce médecin reconnu, maire d'une grande ville, est-il vraiment le pédophile que dénonce Gabriel? Le fils de Christian Iacono a-t-il quelque chose à voir dans cette accusation? Ce 10 juillet 2000, à Nice, cela fait déjà plusieurs heures que Christian Iacono est entendu à la caserne au Var. Au fil de sa garde à vue, les enquêteurs découvrent que derrière son image de notable estimé, se cache une vie de famille marquée par une relation chaotique avec son fils, Philippe. Ce sont des rapports très 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 durs, très conflictuels. Il y a de la concurrence, il y a de la haine, il y a de la détestation réciproque. Pour comprendre la nature du conflit qui oppose ce père et son fils, les enquêteurs vont alors s'intéresser à la personnalité et au parcours de Christian Iacono. Été 1962. Christian Iacono, jeune étudiant en médecine, sa femme et le petit Philippe, âgé d'1 mois, fuient l'Algérie et posent leurs bagages sur la Côte d'Azur. On était plusieurs centaines de milliers à partir. On avait vécu la guerre d'Algérie dans des conditions assez tragiques et on avait peur, quoi. Quelques années plus tard, alors que Janine s'occupe de leurs 2 enfants, Philippe et Cécile, Christian Iacono achève ses études. Puis, diplômé, il s'installe à son compte. Il monte un cabinet de radiologie et
Et là, un premier cabinet, puis des associés, puis tout ça, ça gonfle petit à petit, ça achète une belle villa. Christian Iacono, c'est un résilient, c'est quelqu'un justement qui a fui la destruction et qui a reconstruit de toutes pièces cette vie, sa carrière. Donc c'est vraiment, enfin voilà, il a bâti, c'est un bâtisseur quoi. Pour établir sa situation, Christian Iacono va s'impliquer dans la vie locale et notamment entamer une carrière politique. En 1983, il devient adjoint aux finances, avant d'être élu maire de Vence en 1989. C'est un notable très apprécié de Vence et des alentours, qui connaît beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui est admiré de la plupart de ses concitoyens. C'est un parcours exemplaire. On aimerait pouvoir faire tout ce qu'il a fait. Voilà, je crois que réussir dans la vie en partant de rien, accomplir une vie sociale, politique et familiale parfaite, c'est pas tout le monde. Une vie familiale et privée parfaite, en apparence seulement. Car Philippe, son fils devenu un jeune adulte, est en opposition frontale avec son père. Incontestablement, Philippe Iacono, à un moment, a eu le sentiment d'être écrasé par le poids de son père. Philippe a toujours essayé d'attirer l'attention de ce père en faisant notamment des études de médecine. Il avait fait un stage justement chez son père et en fait, il s'était retrouvé complètement paniqué au moment de faire une piqûre. Son père l'avait traité de bon à rien, de raté. Le conflit s'envenime lorsque Philippe s'installe avec sa compagne. À partir du moment où mon frère a commencé à rencontrer sa femme, sa future femme, il y a eu un total changement de vie, avec un rejet complet de la famille, un rejet complet des idées de la famille. Entre Christian Iacono et Philippe, la rupture est consommée. Père et fils ne veulent plus se voir. Ce ne sont que des années plus tard, à la faveur d'un événement heureux, que leurs relations vont s'apaiser. Le 26 janvier 1991, Gabriel, le premier petit-fils de la famille, vient au monde. C'est cet enfant qui va perpétuer le nom. Donc il est accueilli non seulement comme dans toute famille le petit-fils, mais également comme le prolongement de la saga Iacono. Ça a réconcilié tout le monde, on s'est tous embrassés, on a regardé, on s'est émerveillé de ce petit être qui venait de naître. Donc Gabriel est né et ça a été un événement très heureux. La famille enfin réunie passe beaucoup de temps ensemble. Mais très vite, Philippe reproche à son père d'être trop intrusif. Le grand-père estime que l'éducation est beaucoup trop sévère. Le fils considère que son propre père s'immisce dans l'éducation de son fils, et le conflit monte s'envenime. C'est vrai que Christian Iacono a eu le tort de vouloir s'immiscer dans le mode éducatif qui était celui de son fils. Ce qui n'a pu, bien évidemment, que surenchérir la difficulté qui existait avec lui. Philippe Iacono est alors médecin pharmacologue. À 30 ans, il saisit l'occasion d'une mutation professionnelle pour partir s'installer à 950 km de Vence, à Reims, avec femme et enfants, privant ainsi son père de la présence de Gabriel, âgé alors de 3 ans. J'ai plus de petit-fils, voilà, enfin je sais qu'il existe, qu'il est à Reims, qu'il nous aime, qui raconte à toute sa classe que mon papy c'est le maire de Vence, qu'il est fier de moi, que je peux pas le voir. Pendant 3 ans, les grands-parents de Gabriel ne verront pas leur petit-fils. Déterminés à ne pas couper les ponts, ils entament en 1996 une action en justice afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur Gabriel. C'est plus qu'un affront, c'est, à mon sens, perçu comme une véritable déclaration de guerre. Philippe Iacono indique qu'il emploiera tous les moyens pour que son grand-père ne puisse pas voir Gabriel, ou en tous les cas ne s'immisce pas dans l'éducation de Gabriel. Mais en 1997,
Christian Iacono et sa femme obtiennent gain de cause. La justice ayant reconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, Gabriel, âgé maintenant de 6 ans, a le droit à 2 semaines de vacances auprès de ses grands-parents chaque année. Des bons souvenirs, il y en a plein. Les moments dans la piscine à faire l'âne. Il y avait plein de jeunes de mon âge. On avait un vrai goûter. Enfin, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est des vacances comme n'importe quel enfant aimerait faire. Quand il vient à la villa, il est heureux. Heureux. Passionnément heureux. C'est-à-dire qu'on le voyait tout le temps dans un état d'excitation en venant. L'enfant vit des instants d'insouciance, loin de ses parents qui se déchirent. Cette même année, son père et sa mère se séparent et entament une procédure de divorce. Il était vraiment pas bien du tout par ce départ de son père, ça le marquait terriblement. Il s'est senti complètement abandonné du côté de son père. Il n'y avait plus que sa mère. Je vis avec ma mère. Lui, au début, il prend un petit studio, enfin un petit appartement. Puis plus tard, il amène la chose que je vais avoir une belle-mère, qu'il va reprendre une maison avec elle. Pour lui, c'est une catastrophe. Il y a un conflit entre le père et la mère. Il y a un père qui s'en va, qui refait une autre vie avec de nouveaux enfants. Ça fait beaucoup. Gabriel est alors au cœur de 2 tourmentes familiales. La guerre que se livrent ses parents et un conflit plus que jamais palpable entre Philippe, son père, et Christian Iacono, son grand-père. C'est précisément dans ce contexte, à l'été 1998, que les agressions sur Gabriel auraient eu lieu. Ces images de souvenirs de vacances heureuses cachent-elles une réalité beaucoup plus tragique? À Nice, en ce 10 juillet 2000, la garde à vue de Christian Iacono se poursuit. Le maire de Vence évoque les querelles qui l'opposent à son fils Philippe. Mais pour l'instant, c'est la thèse de Gabriel que les enquêteurs retiennent. Ils vont confronter Christian Iacono aux accusations très précises de son petit-fils. Son grand-père l'aurait violé alors qu'il lui donnait le bain. Déjà, il dit que c'est impossible que cette scène ait eu lieu puisqu'il dit qu'il n'a jamais donné le bain à son petit-fils, que c'était sa grand-mère qui le baignait. Je rentre tard en plus de la mairie, donc non, je dis, j'ai jamais donné le bain à cet enfant d'une façon ou d'une autre. Je me suis pas baigné avec lui, ni essuyé. Pour Christian Iacono, ce ne sont que des affabulations, car à l'époque, plusieurs membres de la famille cohabitaient dans la villa. Il n'était jamais seul avec Gabriel. De tels agissements ne seraient donc pas passés inaperçus. Dans la maison, aux dates considérées, il y a bien évidemment plusieurs personnes. Il y a la maman de Christian Iacono, qui à l'époque est encore en vie. Il y a son épouse. Il y a sa fille. J'avais mon fils qui était né. Et donc j'étais en permanence soit à m'occuper de mon fils, soit à surveiller Gabriel, qui lui passait son temps à courir dans toute la maison. Donc on le surveillait parce qu'on avait une piscine et il fallait faire attention qu'il ne se noie pas. Si, comme on le prétend à l'époque, Gabriel avait connu les actes qui étaient reprochés à Christian Iacono, peut-on envisager que dans les heures qui suivent, et peut-être les jours qui suivent, il n'y a eu aucune modification dans le comportement physique de Gabriel? Pourtant, les enquêteurs disposent d'un élément accablant. Les examens médicaux qui révèlent la présence de cicatrices sur les parties intimes de Gabriel. D'après les experts, l'enfant a donc bien été violé. Et pour les policiers, cela ne peut donc être que par son grand-père, Christian Iacono. Gabriel, lui, avait toujours une position qui était de dire « j'ai vécu ce que je raconte ». Mais ça n'a jamais été uniquement parole de l'un contre parole de l'autre, parce que tous les experts, sans exception, vont tous
aller dans le sens de dire ce garçon, ce petit enfant, a vécu un acte traumatique grave qui est un acte d'agression sexuelle. Au sortir de sa garde à vue, Christian Iacono est mis en examen pour viol sur mineur par ascendant et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Grasse. Le maire de Vence, premier magistrat de la ville, devient alors le matricule 11 546. Sa vie a basculé en 24 heures. Je me suis jeté sur mon lit et je me suis effondré pendant quelques heures. Et puis d'un coup, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai jamais touché un gosse. Je les ai toujours respectés, tout ça. Qu'est-ce que je fais là? Et là, je sombre un peu, je me mets à sangloter. À Vence, son entourage accuse le coup. Il a 60 et quelques années. Il était promis, après une réussite professionnelle tout à fait satisfaisante, un avenir politique brillant. Il a le sentiment que tout s'effondre. Je pense à ma femme et à ma fille, quoi. Je dis d'ailleurs à l'avocate, prévenez ma femme, dites-lui que tout va bien, etc., etc., parce qu'ils vont apprendre que je suis mis en prison. C'est terrible, quoi, c'est terrible. Mon père se retrouve en prison, on se retrouve complètement déboussolé par la situation. On ne connaît pas ce monde judiciaire dans lequel on est plongé. Et là, c'est la dégringolade, la vie bascule, tout est chamboulé. Sur la place du marché de la cité provençale, comme au sein de la mairie, l'incarcération de Christian Iacono est sur toutes les lèvres. Le maire serait un violeur d'enfants. Un scandale qui passionne les médias. Christian Iacono, 65 ans, maire d'hiver droite de Vence depuis 11 ans, a été incarcéré hier soir à la prison de Grasse suite à une mise en examen pour viol présumé sur un mineur de sa famille âgé de 9 ans et demi. C'est une bombe, c'est un tsunami, c'est un coup de tonnerre terrifiant. Personne dans l'entourage de Christian Iacono, personne à Vence ne pouvait envisager pareille ignominie. C'est quelque chose qui va faire couler beaucoup d'encre. Christian Iacono, c'était quelqu'un qui dont la voie était toute tracée. Après la mairie de Vence, il était pressenti pour être sénateur. C'est un scandale sur la Côte d'Azur. Convaincu de l'innocence de Christian Iacono, ses proches et ses amis s'organisent. Un comité de soutien est créé, des réunions organisées, des pétitions signées. L'objectif ? Persuader l'opinion publique que le maire de Vence est victime de calomnie. Notre attitude ici est pour faire aussi un rempart contre ceux qui, par leurs témoignages, leurs accusations, pourraient enfoncer un homme qui n'a pas commis ses fautes. Cette machination, je suis persuadée que la justice découvrira tous ces mécanismes. Pour Gabriel, âgé à ce moment-là de 9 ans et demi, cette incarcération est un soulagement. À ce moment-là précis, mon sentiment, c'est il l'a fait. Donc, je m'en fous qu'il soit en prison à ce moment-là. Pour moi, il l'a fait. Il y a des preuves, il l'a fait. L'enquête connaît alors un nouveau rebondissement. Le 23 août 2000, un peu plus d'un mois après l'incarcération de Christian Iacono, Gabriel fait de nouvelles révélations. Alors qu'il désignait jusque-là son grand-père comme étant son seul et unique agresseur, il va aussi parler à ses parents d'un autre homme, un hôtelier vensois, une connaissance de la famille. Il l'accuse non pas de viol, mais d'attouchement sexuel. Gabriel, dans un second temps, après avoir fait des déclarations sur son grand-père, commence à parler d'un vieux monsieur qui aurait été là pendant les actes et qui aurait vu des choses, qui aurait même pris des photos. L'homme de 50 ans est aussitôt interpellé. Face aux enquêteurs, il affirme ne jamais avoir approché Gabriel. Il sera mis en examen, mais sans éléments tangibles, il reste en liberté. Ce nouvel élément, la présence d'un complice, est versé au dossier d'instruction. Désormais, c'est sur la place publique que les deux clans s'affrontent. Du côté de Gabriel et de son père, on se réfugie derrière les rapports d'expertise qui affirment que le petit garçon n'est pas un menteur. Du côté de Christian Iacono et du reste de la famille, on vit maintenant au rythme du comité de soutien et des parloirs pour organiser sa défense.
C'est un moment de rencontre où on peut le voir, où on peut lui redonner une force, notre force, on puise en nous et puis on lui redonne un petit peu dans ce moment de 45 minutes de parloir où on lui redonne un peu de force pour pouvoir tenir. Alors à ce moment-là, la vie a repris, quoi. On va se battre, on va triompher, on va sortir de là, etc. Après avoir formulé 2 demandes de liberté conditionnelle, Christian Iacono obtient sa libération sous contrôle judiciaire le 12 octobre 2000, après 3 mois de prison. Je vois le gardien qui fait un pas à l'intérieur, alors qu'en général, il reste absolument à l'extérieur. Et tout de suite, il me dit, allez, préparez-vous, vous sortez. C'est des moments d'une émotion extrême, hein. On risque d'avoir les jambes qui flageolent, mais dès qu'on le croit, alors là, on a l'adrénaline qui revient à toute allure et j'ai pris le premier sac poubelle, j'ai tout mis à l'intérieur et puis voilà, 1 heure ou 2 heures après, je sortais. Il est libéré, mais loin d'être innocenté, il a désormais interdiction formelle d'approcher Gabriel. Christian Iacono, dont le mandat de maire n'a jamais été interrompu, n'a qu'une hantise, faire face à ceux qui sont convaincus qu'il est un pédophile. Il va pourtant bien falloir affronter le regard de ses concitoyens. Je l'ai pris par la main, on est allé en ville et là, il y avait sur la place de la mairie des centaines de personnes qui l'attendaient. Et je crois qu'il avait les larmes aux yeux, tout le monde pleurait, c'était très émouvant. L'accueil a été très chaleureux, donc à partir de là, j'ai eu partout un accueil chaleureux, donc ma hantise, ma crainte a disparu assez vite. Galvanisé, Christian Iacono décide de relancer sa carrière politique et se présente aux élections municipales de mars 2001. Mais l'ombre de sa mise en accusation pour viol sur mineur entache sa campagne électorale. 6 mois après sa sortie de prison, il perd le scrutin et redevient simple conseiller municipal. J'assiste à un conseil municipal en étant impuissant. Tous mes rêves, ils sont brisés, quoi. À ce moment-là, il y a un ami qui me pousse à, disons, tu peux pas rester comme ça, et qui me pousse à reprendre un peu d'activité médicale. Et donc, j'ai refait des remplacements à partir de, je crois, 2003 ou 2004. J'ai repris quelques remplacements, ce qui m'a fait du bien. L'instruction suit son cours. Les juges et les experts recueillent de nombreux témoignages. Enquête de personnalité, contre-expertise, confrontation, un travail de fourmi nécessaire à la justice pour savoir si Christian Iacono a le profil d'un pédophile. En 2008, contre toute attente, Christian Iacono est réélu maire de Vence, 8 ans après être sorti de prison. Son procès à venir risque de mettre en péril sa carrière relancée. Pourtant, l'homme va devoir répondre des accusations de viol devant la justice. Plus que jamais, Philippe et la mère de Gabriel soutiennent leur fils qui va affronter l'épreuve d'une cour d'assises. Gabriel verra-t-il enfin ce grand-père qui l'accuse des pires atrocités retourner en prison? Le notable, qui n'a que sa parole face à celle de Gabriel, réussira-t-il à prouver son innocence? Le 6 avril 2009, le procès de Christian Iacono s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Le maire de Vence s'apprête à être jugé 9 ans après sa mise en examen pour viol. Un procès qui, en l'absence de preuves, repose entièrement sur la crédibilité du témoignage de Gabriel. Ici, masqué, aux côtés de son avocat, il est à peine majeur. C'est une ambiance délétère. Il faut quand même savoir que M. Christian Iacono a eu à peu près une bonne dizaine d'avocats. Ça faisait vraiment une impression de meute, pratiquement. Aux côtés de Christian Iacono, l'hôtelier mis en cause par Gabriel comparaît lui aussi. C'est une ambiance assez tendue, puisqu'il y a 2 clans qui se font face. Gabriel, qui à l'époque est soutenu par son père et ses grands-parents maternels. Et de l'autre, Christian Iacono, avec son frère, sa fille, son épouse. Ces 2 clans, véritablement,
s'affrontent. Je vais au procès, et puis j'attaque, je regarde pas derrière moi. Je fonce, tête baissée. Je suis là pour l'attaquer et le condamner. Je suis un guerrier qui est là pour l'abattre. Cela fait près de 9 ans que Gabriel se bat pour que l'on reconnaisse son statut de victime. Il va pouvoir enfin dénoncer publiquement son grand-père. Je peux vous dire qu'au moment où il dépose, il y a un silence de mort dans la salle d'audience. C'est glaçant. Son témoignage est glaçant. Je me souviens par exemple d'un moment où, se tournant vers son grand-père, il lui dit « Dis ce que tu m'as fait et tu pourras mourir en paix ». Une attaque à laquelle Christian Iacono répond bien maladroitement. S'adressant à la cour, il dit « Mais vous vous rendez compte, mais comment j'ai pu faire ça ?» Voilà, il est debout. Il y a un moment où il mime presque cette scène impossible. Et c'est du pire effet pour les jurés. Maître Baudou, l'avocat du notable, adopte alors une stratégie qui consiste à discréditer l'autre élément décisif du dossier en dehors de la parole de l'enfant, les expertises médicales. Les premiers experts médicaux de Reims sont venus affirmer qu'ils avaient trouvé des cicatrices. Des contre-experts se sont montrés beaucoup plus réservés et ont indiqué que leurs collègues avaient peut-être manqué de prudence. Une bataille d'experts commence alors. Pour les uns, Gabriel a bien été violé. Pour les autres, ces cicatrices peuvent avoir été provoquées par de fortes constipations. La présidente a demandé en pleine instance que le dossier médical complet de Gabriel Iacono soit transmis à la Cour pour voir si effectivement on y trouvait des antécédents de constipation très importantes. Et il n'y avait aucun antécédent de constipation. En clair, pour les experts, Gabriel a forcément subi des agressions sexuelles. Après plusieurs jours de procès, la Cour se penche sur le cas du second accusé. Lorsque Gabriel vient témoigner à la barre, c'est la stupeur. Le jeune homme affirme ne plus être certain de sa présence lors de ces agressions. Dès lors, dans l'esprit de chacun, le doute s'installe à propos de la parole de Gabriel. Et immédiatement après, la présidente lui dit « Mais attendez, vous dites ça pour ce monsieur, mais alors, et votre grand-père ?» Et là, il a une phrase terrible, il dit « Vous savez, il y a une chose, la douleur, ça ne se rêve pas, ça se ressent. Je ne peux pas avoir rêvé ma douleur. » Dans ce procès, parole contre parole, l'avocat général requiert 14 ans contre Christian Iacono. Au terme des 6 jours de procès, le jury se retire. Sa décision surprend par sa rapidité. Au bout de seulement 3 heures, le verdict tombe. L'hôtelier coaccusé est acquitté. Christian Iacono, lui, est condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur par ascendant. Une victoire pour Gabriel. La première chose que fait Gabriel, il est sur la barre des parties civiles. Il y a le journal en face de lui, il le prend, il le jette, il jette le journal sur la barre en disant comme ça au moins ils ne pourront plus dire que je suis un menteur. J'étais heureux, enfin, évidemment j'étais heureux, mais j'étais gêné. C'était un sentiment très partagé. Immédiatement transféré en maison d'arrêt, cette fois, l'homme est à terre. Psychologiquement, je m'effondre un peu. Et là, les policiers me mettent les menottes et me poussent vers la fourgonnette qui doit m'emmener à la prison de Luynes. Et là, en moi-même, je dis, vous voyez, s'ils m'emmenaient dans une chambre où il y a une chaise électrique, là, je leur dirais oui. Je veux que la vie s'arrête. Christian Iacono fait appel. Dans les premiers mois de sa détention, le préfet le menace de destitution de ses fonctions de maire. Christian Iacono se résigne à démissionner. Le maire déchu passera 6 mois en prison avant d'obtenir une nouvelle libération. 1 an et demi plus tard, le 13 février 2011, son procès en appel s'ouvre à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Cette fois, ses avocats changent de stratégie. Il n'est plus question de contester les actes de viol, mais de mettre à mal la parole de Gabriel, qui, lors du premier procès, a reconnu avoir menti concernant l'hôtelier Vansois. Cette stratégie convaincra-t-elle les jurés? Christian Iacono en est persuadé. Appelé à la barre, le grand-père qui joue sa liberté et son honneur se montre particulièrement véhément.
Lui, il a commencé à m'agresser en disant que, en gros, que j'étais un merdeux qui mentait. Et voilà, mais il l'a fait d'une manière où il me déstabilisait énormément. Et quand il m'a braqué, il s'est mis aussi les jurés à dos. Cette intervention-là lui a coûté sa condamnation et j'en suis quasiment persuadé. Après 10 jours de débat, la Cour tranche. Christian Iacono est reconnu coupable d'actes de viol sur Gabrielle. Sa peine est confirmée. 9 ans de réclusion. À 74 ans, pour la 3e fois, il retourne en prison. Pour moi, c'est terminé. Il n'y a plus aucune chance. On arrête tout. Je ne veux plus entendre parler ni de Vance, ni de cette affaire, puisque pour moi, c'est fini. Une famille meurtrie et éclatée. 11 années de procédure, une réputation ruinée. C'est le triste bilan de l'affaire Iacono. À ce stade, Christian Iacono ne dispose que d'un ultime recours, la Cour de cassation, son dernier espoir de recouvrer la liberté. Christian Iacono purge sa peine après avoir perdu son 2e procès. Condamné à 9 ans de prison ferme, il espère que la Cour de cassation invalide le jugement rendu en appel. Mais en l'absence de nouveaux éléments, cela semble peu probable. Il est alors loin d'imaginer ce qui se passe à l'extérieur. Le 10 mai 2011, 3 mois après le verdict du procès, Gabrielle contacte Jean-Paul Fronze, journaliste à Nice Matin. Le jeune homme dit avoir d'importantes révélations à faire. Je reçois un coup de fil, c'est Gabrielle qui me dit je veux vous voir, je me suis rétracté et j'ai peur que la justice ne me prenne pas au sérieux. Et on se rencontre dans un café qui est pas loin du palais de justice. Donc j'y vais, il me paye un café, là je lui sors la lettre, je me rétracte en décondamnant complètement mon grand-père, en le mettant complètement hors de cause. Je me suis peut-être fait violer, mais c'est pas mon grand-père, donc vous pouvez le libérer. Là, d'un seul coup, il dit « je l'ai accusé à tort et je lui demande pardon ». C'est un coup de théâtre. Depuis le début de l'affaire, la justice se base sur un témoignage qui aujourd'hui s'effondre. Il y a eu 11 ans de procédure, il y a eu 2 procès. Et là, du jour au lendemain, il dit que tout ça est faux, que son grand-père est innocent. À la seconde où ma rétractation paraît publique, tout le monde me tourne le dos. Tout le monde. Il n'y a personne qui ne me tourne pas le dos, même mes amis me tournent le dos, mes copains, ma copine, enfin tout le monde me tourne le dos, ma mère, mon père. Incarcéré, c'est par la presse que Christian Iacono a vendu la volte-face de son petit-fils. Il y avait sur la une, en gros titre, qui prenait toute la première page, « J'ai jamais été violé par mon grand-père », avec sa photo. Je crois avoir versé quelques larmes, mais c'était des larmes de bonheur. Je pensais à moi, bien sûr, mais je pensais surtout à lui. J'ai dit, ça y est, il est déchargé de sa culpabilité. Un sentiment qui n'a cessé de grandir chez Gabriel depuis qu'il est devenu père à son tour. Je voulais pas que mon fils soit conçu ou vive dans un mensonge. Donc ma priorité, avant même que mon grand-père soit libéré, c'était que mon fils sache la vérité lui-même. Et je voulais pas faire vivre l'enfer ni à mon grand-père, ni à ma famille, ni à mon père et ma mère qui souffraient parce que justement ils pensaient que j'avais été violé. Je voulais que plus personne souffre de ça puisque c'était pas vrai. Pourquoi le petit garçon aurait-il choisi d'accuser son grand-père? Contre toute attente, il va donner une explication très simple. Il aurait été en manque affectif et aurait souffert du divorce de ses parents. Il se serait alors convaincu de ses mensonges. À cet âge-là, ce qu'il vit, c'est la rupture de ses parents. Le père, Philippe, dont il sait qu'il refait sa vie. Il sait qu'il est l'enjeu d'une rivalité judiciaire entre son père, sa mère, séparés, qu'il a peut-être la possibilité de rabibocher. Peut-être Gabriel a trouvé des moyens simplement de créer une situation pour faire venir son père, pour retrouver de l'amour, de l'affection.
De la part de son père. Mon père, ma mère et moi, quand le verdict tombe, on se prend dans les bras, tous ensemble. Donc l'enfant, il a ses deux parents. Et donc, voilà, l'aboutissement est là. Quelque part, ça a fonctionné. Le 22 juin 2011, un mois après l'envoi de la lettre de Gabriel à la justice, Christian Iacono est libéré sous contrôle judiciaire. Mais 5 mois plus tard, nouveau coup de théâtre. La Cour de cassation, qui ne juge que des points de droit, mais n'aborde pas le fond du dossier, ne prend pas en compte les aveux de Gabriel. Elle confirme donc la décision rendue en cour d'appel. Christian Iacono, 76 ans, retourne en prison malgré l'aveu de son petit-fils, qui assiste impuissant à sa 4e incarcération. C'est gênant pour vous d'être là aujourd'hui? Non, c'est ma place. Là, j'étais en pleine souffrance et il était hors de question qu'il affronte la prison tout seul. Ok, il a été condamné, mais avec la rétractation que je venais de fournir, qui lui redemande de retourner en prison de son plein gré, comme ça, non, j'étais pas du tout content. La justice interdit toujours tout contact entre le petit-fils et son grand-père. Mais déterminé à le faire innocenter, Gabriel monte au front et fait pression sur les instances judiciaires en entamant une grève de la faim. Un coup de poker qui va s'avérer payant. Christian Iacono est à nouveau libéré. Là, c'est le soulagement. On croit à ma rétractation et que là, on va commencer à pouvoir avancer. On va pouvoir faire du travail pour que mon grand-père soit blanchi. C'est un grand pas. Car Christian Iacono ne compte pas s'arrêter là. La justice ne l'a toujours pas lavé des accusations de viol. Après 16 mois passés derrière les barreaux, il veut obtenir sa réhabilitation. C'est pour lui une question d'honneur. Le 25 mars 2015, son procès en révision s'ouvre devant la Cour d'appel du Rhône. Un événement rarissime en matière judiciaire. Depuis 1945, seuls 8 prévenus ont obtenu la révision de leur condamnation. Pour lui, il a besoin d'être réhabilité. C'est son honneur qui est en jeu, c'est sa dignité. Donc il ne peut pas continuer à vivre tant qu'il n'est pas réhabilité. Contrairement aux 2 précédents procès, la révision doit juger de la crédibilité de la rétractation du jeune Gabriel. Sa personnalité versatile est alors disséquée et un élément nouveau va faire son apparition. Alors qu'il était adolescent, le jeune homme s'était déjà rendu coupable d'accusations mensongères. On s'aperçoit que Gabriel avait eu des difficultés judiciaires avec un autre de ses copains qu'il avait là aussi accusé d'agression sexuelle. Il a eu une petite amourette avec un garçon et puis comme le garçon voulait plus de lui, il l'a accusé d'avoir violé, et à ce moment-là ça a terminé par un non-lieu finalement parce qu'il avait avoué après que c'était faux. Autre élément nouveau, révélé par les experts, la mère de Gabriel, victime de viol à l'âge de 8 ans, souffre d'une pathologie mentale appelée syndrome de Munchausen par procuration. Inconsciemment, elle aurait influencé le discours de son fils. On a montré que le syndrome de Munchausen par procuration, c'est de finalement aider l'enfant finalement dans les paroles qu'elle a transmises. Tout simplement, elle dit: est-ce que ton grand-père a fait quelque chose? Oui. Il t'a touché? Oui. C'est au zizi? Oui. Il suffit de créer le contexte et elle le transmet à son enfant. Après 15 ans de bataille judiciaire, les jurés prononcent l'acquittement de Christian Iacono. À la sortie de l'audience, une nuée de journalistes attend le grand-père innocenté. Ses premiers mots sont pour Gabriel. J'ai hâte de rencontrer Gabriel, de parler avec lui, d'échanger. Je crois que c'est des jours nouveaux qui se présentent à nous, avec enfin un petit rayon de bonheur, un rayon de soleil. Je pense qu'on a un long travail familial on a 15 ans rattrapé, quoi. Donc ça ne se fait pas en 5 minutes et ça ne se fait pas en public. Définitivement blanchi, Christian Iacono tombe dans les bras de Gabriel, à qui il pardonne, malgré l'enfer qu'il a traversé. Allez,
Mais non, tu m'écoutes. J'en ai jamais voulu vraiment à Gabriel. Je savais qu'il était prisonnier de son mensonge. Je sais qu'il a fait des choses qui ne sont pas correctes. Je le surveillerai pour qu'il n'en fasse plus. Mais sinon, je n'ai aucune rancune et je lui pardonne très, très volontiers. Depuis son procès en révision, Christian Iacono tente d'oublier ses années de calvaire. À 80 ans, il consacre son temps à l'écriture d'un livre sur l'erreur judiciaire dont il a été victime. J'aimerais bien qu'un jour, la famille se reconstitue quand même définitivement. Parce que des dégâts pareils, c'est difficile. Aussi bien pour Gabriel que même pour mon fils. Gabriel ne sera pas condamné pour ces diffamations. Pour l'instant, il n'a pas revu son père, mais a repris contact avec sa mère. Il espère tourner définitivement la page d'une affaire qui aura bouleversé sa vie. J'ai 24 ans, j'ai fait 15 ans de procédure, donc j'ai pas de vie normale. Je peux être heureux sur des temps partiels, sur le fait que mon grand-père soit enfin blanchi, sur le fait que je passe un moment avec mon fils, mais sur ma vie en général, je peux pas être heureux. Une interrogation subsiste. Qu'en est-il des expertises médicales qui, à l'époque, affirmaient qu'il avait bien été violé? Depuis le procès, Gabriel a passé pour la première fois ses vacances dans la villa de Vence, auprès de son grand-père. Désormais, dans la famille Iacono, l'heure est au pardon et à la reconstruction. Nous partons maintenant pour Orlando, en Floride. Alors qu'elle sortait d'un restaurant après un dîner entre amis, Deborah Fielding est rouée de coups par un individu qui lui vole sa voiture. Son corps est finalement retrouvé dans un parc voisin. Elle a été violée et étranglée par son agresseur. En étudiant les rapports de la police, les enquêteurs notent des similitudes avec un certain nombre d'affaires récentes. Un profil de tueur froid et implacable se dessine. Le tueur du parc, une nouvelle affaire dans Chronique criminelle. 6 avril 2000, dans la ville d'Orlando, en Floride. Le corps d'une jeune femme est découvert dans un parc. Elle a été violemment agressée. La cause du décès était encore indéterminée, mais le corps était partiellement dénudé. Il y a des scènes de crime plus éprouvantes que d'autres. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, Claire Fielding s'inquiète pour sa fille Deborah, 31 ans, qu'elle n'arrive pas à joindre par téléphone. Ce jour-là, elle n'a pas répondu. C'était bizarre. Il devait se passer quelque chose. Depuis la veille, Deborah n'a plus donné signe de vie. Et ce n'est pas dans ses habitudes. Deborah Fielding et ses amis sont allés dîner. Deborah a reçu un appel. Elle a dit qu'elle devait y aller. Et on ne l'a plus jamais revue. Quelques heures plus tard, la terrible nouvelle tombe. Un homme m'a dit « Je suis désolé de vous annoncer que Debbie a été assassinée. » Je m'en souviens comme si c'était hier. Dès lors, l'enquête démarre. Mais les indices sont rares. S'agit-il d'un crime d'opportunité ou l'agresseur connaissait-il sa victime? Les affaires et la voiture de la jeune femme ont disparu. Et d'après son entourage, elle n'avait pas d'ennemis. J'étais loin d'être la seule à l'adorer. Elle était toujours pleine d'entrain. Quand on la voyait, on savait que c'était une belle personne. Je n'arrivais pas à me dire qu'on avait pu lui faire ça. À elle. La police va tout mettre en œuvre pour retrouver le coupable. Mais cela suffira-t-il à retrouver ce mystérieux meurtrier? Quelqu'un avait fait du mal à mon bébé. J'allais tout faire pour savoir qui c'était. Retour sur un crime sordide qui a bouleversé une ville tout entière. Après une longue journée de travail, Claire Fielding rentre chez elle en voiture. Et comme tous les jours, elle téléphone à sa fille, Deborah. Je travaillais à Daytona, à 55 minutes en voiture de chez moi. Je profitais du trajet pour l'appeler et papoter avec elle. Ce jour-là, elle n'a pas répondu. C'était bizarre. Il devait se passer quelque chose. Son inquiétude ne fait que se renforcer quand elle allume la radio et entend les dernières nouvelles.
J'étais sur le pont de la 415 quand ils ont dit qu'ils avaient trouvé le corps d'une jeune femme à Orlando. Il est commun d'entendre de telles nouvelles à la radio, mais quelque chose la trouble plus particulièrement. C'était comme si j'avais reçu un coup de massue. Mais je ne savais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cela me touchait autant? Ça n'arrivait pas tous les jours, mais ce n'était pas exceptionnel non plus. De retour à la maison, Claire essaie de chasser ce mauvais pressentiment. Mais son instinct de mère lui dit que quelque chose ne va pas. Vers 21h30, elle appelle la police. Un homme m'a dit « Je suis désolé de vous annoncer que Debbie a été assassinée. » La police a essayé de la prévenir plus tôt, mais elle n'avait que son ancienne adresse. La nouvelle frappe Claire de plein fouet. Jamais elle n'avait vécu quelque chose d'aussi traumatisant. J'essayais de comprendre ce qu'on me disait. Debbie avait été assassinée. Mais qui avait pu faire ça? Cela n'avait juste aucun sens. La police vient d'annoncer à Claire Fielding que sa fille Deborah a été tuée. Mais qu'a-t-il bien pu lui arriver? Comment a-t-elle été assassinée? Hey, s'il vous plaît. Encore sous le choc, Claire apprend que dans la nuit, 2 agents de police ont découvert le corps de sa fille Deborah au cours d'une patrouille dans le parc de Langford. Aucun signe de vie. Les inspecteurs de la criminelle, Barb Bergin et Emmett Browning, sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Le corps était simplement allongé là, par terre. La cause du décès était encore indéterminée. Mais le corps était partiellement dénudé, ce qui était très suspect. On voyait tout de suite que cette jeune femme avait été violemment agressée. Elle avait peut-être également subi des violences sexuelles. Voir ce corps de femme abandonné là, c'était vraiment pénible. Il y a des scènes de crime plus éprouvantes que d'autres. Jeff Ashton, le substitut du procureur, se rend sur la scène de crime aux côtés des enquêteurs. On ne savait pas qui elle était, car on n'avait rien trouvé qui pouvait l'identifier. Comment était-elle arrivée là? Le corps se trouvait sur une aire de parking, mais il n'y avait aucun véhicule. Où était passé le véhicule? Retrouver le véhicule ferait avancer l'enquête. Mais il importe encore plus aux inspecteurs de connaître l'identité de cette femme. C'était le point de départ du puzzle, si vous voulez. Un communiqué dans les médias invite le public à aider à identifier la victime. C'est la même annonce qui a tant marqué Claire sur le trajet du retour. C'était comme si elle avait deviné. 1 heure après le communiqué, on a reçu l'appel d'un club de golf. Une de leurs employées ne s'était pas présentée ce jour-là au travail. Bonjour. Je suis l'inspectrice Bergin et voici l'inspecteur Browning. Nous enquêtons sur un meurtre et vous connaissez peut-être la victime. Les photos que je vais vous montrer sont de nature à choquer. Je préfère vous prévenir. Il lui suffit d'un coup d'œil. Vous la reconnaissez? C'est Deborah. L'employé du club confirme que la femme sur les photos est en fait sa collègue et amie, Deborah Fielding, 31 ans. Nous étions très proches. J'étais loin d'être la seule à l'adorer. Elle était toujours pleine d'entrain,
Quand on la voyait, on savait que c'était une belle personne. Elle aimait faire du bodyboard et du surf. On ne s'ennuyait jamais quand Debbie était là. Jamais. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Comment avait-on pu assassiner une personne que j'aimais si profondément et jeter son corps comme un simple détritus? C'était affreux. J'étais effondrée, dévastée. Elle avait toute la vie devant elle. Pourquoi elle? Pourquoi fallait-il que cela lui arrive à elle? Claire est encore submergée par la douleur. Mais elle arrive à se persuader de ne pas se laisser abattre. Je me souviens avoir pensé, si ces inspecteurs n'ont pas réussi à trouver mon adresse, comment vont-ils réussir à retrouver la personne qui l'a tuée? Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Quelqu'un avait fait du mal à mon bébé. Ce quelqu'un devait payer. Le corps de Deborah a été formellement identifié par les inspecteurs. Ses proches sont dévastés. Dans toute la ville, l'annonce du meurtre provoque une onde de choc. Mais qui a bien pu commettre un tel acte? Longtemps considérée comme une ville pour les familles avec des enfants en bas âge, Orlando a développé des infrastructures qui attirent désormais une population plus diversifiée. En attirant plus de gens, la ville attire aussi plus de criminels. Même dans le lieu le plus sûr du monde, à moins de rester collé à un policier, il peut vous arriver quelque chose. Le meurtre de Deborah Fielding est un choc pour tout le monde. Sa famille et ses amis ne comprennent pas pourquoi son corps a été retrouvé dans Langford Park. Debbie était connue dans la communauté. La nouvelle de sa mort a touché beaucoup de monde. C'est pire encore quand les détails horribles de ses derniers instants sur Terre sont révélés. L'autopsie du corps de Deborah Fielding a établi qu'elle avait été violée. On avait retrouvé du sperme. Elle avait été sexuellement agressée, étranglée et battue, probablement dans le parc. Je n'arrivais pas à me dire qu'on avait pu lui faire ça, à elle. Tout le monde attend des inspecteurs qu'ils trouvent le responsable d'un crime aussi odieux. La chance est de leur côté. Quelques heures plus tard, un indice leur est apporté sur un plateau. Un témoin s'est présenté. Il avait aperçu une voiture sur l'aire de parking. Je promenais mon chien. Il devait être dans les 23 heures quand il a vu une voiture blanche. Il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dedans et il s'est dit qu'un couple faisait probablement l'amour. Il a dit avoir vu un homme. Avez-vous vu son visage? Non, je l'ai pas bien vu. Il était peut-être hispanique ou blanc. Il n'avait vu personne d'autre. Son témoignage est déterminant. Est-ce le tueur de Deborah que ce témoin a aperçu dans l'obscurité? Un homme blanc ou hispanique avec des cheveux sombres était peut-être impliqué. Le témoin a dit que son chien avait aboyé et que l'homme s'était tourné vers lui. C'était suffisant pour qu'il puisse nous aider à établir un portrait robot. Nous avons ensuite émis un signalement sur le véhicule de Deborah, demandant à toutes les forces de police du pays d'être en alerte. Les inspecteurs pensent qu'en retrouvant la voiture, ils retrouveront le tueur. Deborah Fielding a été étranglée, violée et son corps abandonné sur un parking. Sur place, les indices sont rares. Seul un témoin affirme avoir vu un homme près de la voiture ce soir-là. A-t-il quelque chose à voir avec l'agression de Deborah? Alors que la famille Fielding est en deuil, les inspecteurs enquêtent sur tous les fronts.
Claire, savez-vous si Déborah voyait quelqu'un? Pas que je sache. Y a-t-il une personne de l'entourage de Déborah que vous pourriez suspecter? Elle m'a dit que c'était en général un membre de la famille ou un ami. Je lui ai dit que non, pas là. Malgré les certitudes de Claire, la police n'abandonne aucune piste. Après 10 ans et demi à la criminelle, je ne pouvais pas éliminer des suspects potentiels parce que la mère pensait que c'était un inconnu. Mais Claire a des éléments concrets pour étayer son affirmation et rapporte un étrange incident survenu la veille au soir. La fameuse nuit en question, en appelant Déborah, une de ses amies est tombée sur une femme hispanique. Allô? Deb? Qui? Est-ce que Déborah est là? Non, elle est partie faire une course. Ah, d'accord. Ce n'était pas normal. Que faisait son téléphone dans les mains de cette femme? Cette personne est-elle liée à l'homme aperçu dans la voiture? Déborah travaillait comme barmaid au club de golf. Les enquêteurs pensent que ses collègues pourraient éclaircir ce mystère. Le personnel était jeune. Il se voyait en dehors du travail. Déborah était avec ce groupe d'amis le soir où elle a trouvé la mort. C'était une petite ville. On se fréquentait tous, quel que soit le quartier d'où on venait. Nous étions un groupe d'amis, tous très différents, mais on avait beaucoup de points communs. On allait à la plage ensemble, on sortait dîner, on s'amusait. On a de très bons souvenirs en commun. C'était une belle époque. Que s'est-il passé cette nuit-là? Après le travail, nous sommes allés manger en ville, comme d'habitude. On papotait, tout était normal. Déborah Fielding est arrivée plus tard et n'est pas restée longtemps. Désolée, je réponds et je reviens. À peine était-elle arrivée qu'elle a reçu un appel. Elle devait aller chercher un ami qui était en panne et revenir ensuite. Ils ne l'ont plus jamais revu. La personne que Déborah devait aller chercher est un ami proche, Sam Anderson. On avait un accord. Quand elle avait besoin d'une excuse pour quitter une soirée ou un rendez-vous, elle me le disait. Je l'appelais pour lui donner une raison de s'en aller. Le soir où Déborah a rejoint ses amis, il s'était arrangé pour qu'il l'appelle au cas où elle aurait eu envie de partir. Elle se décidait sur le moment. Merci Sam d'avoir appelé. C'était une solution de repli. Je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Je dois aller chercher Sam. Déborah dit au revoir à ses amis. Elle préfère donc quitter leur compagnie. Mais pour quelle raison? Encore une question sans réponse. Quand la victime a recours à un faux prétexte pour quitter ses amis, on peut trouver ça suspect. Et imaginer qu'elle allait retrouver en secret un homme marié, par exemple. Mais c'était peut-être tout simplement parce qu'elle ne voulait pas froisser ses amis et qu'elle voulait juste passer la soirée seule. Si Déborah comptait retrouver quelqu'un, qui était-ce? Ses amis et collègues du club de golf suggèrent aux enquêteurs d'aller parler à un certain John Kay. Nous avons alors appris qu'il y avait un autre ami chez qui Déborah devait aller. Il lui avait même parlé ce soir-là. L'avez-vous vu le soir du meurtre? Non, et pourtant elle devait passer. Déborah avait dû l'appeler en sortant du restaurant. Il a déclaré ne pas l'avoir vue. Disait-il la vérité? Ou était-il avec elle? 2 mystérieux appels, 2 suspects potentiels. D'accord, à plus. Déborah va passer. Après vérification, John Kay recevait des amis chez lui ce soir-là. Quant à Sam Anderson, il regardait la télévision chez ses parents. Personne n'avait de suspect à nous désigner. Après tout, peut-être était-ce un parfait inconnu qui l'avait tué. Pourquoi Déborah est-elle partie sans explication? Qu'a-t-elle fait à sa sortie du restaurant? Qui a-t-elle rencontré sur son chemin? Les questions se multiplient, mais un élément capital pour l'enquête va apporter les premières réponses.
Une fois la piste de l'entourage écartée, les enquêteurs pensent à une mauvaise rencontre. Les meurtres avec viol sont rarement commis par une personne de l'entourage de la victime. Tout suggérait que l'agresseur ne connaissait pas sa victime. C'était probablement un inconnu. Ce sont des cas plus difficiles à résoudre, parce que l'éventail des suspects potentiels s'élargit tout à coup à toute la communauté. Dans une ville de 200 000 habitants, cela brouille sérieusement les pistes. Jusqu'à un rebondissement inespéré. Des agents de patrouille nous ont signalé la voiture. Il y avait un homme au volant. On a croisé les doigts pour que ce soit notre suspect. Les inspecteurs chargés d'enquêter sur le viol et le meurtre de Deborah Fielding ont passé les dernières 72 heures à étudier toutes les pistes possibles. Quand on leur signale avoir localisé la voiture de la victime, ils espèrent tenir quelque chose de solide. On s'est dit que ce devait être la première pièce du puzzle. Par expérience, on savait qu'on allait avoir enfin des réponses. L'homme pris au volant de la voiture de Deborah s'appelle Cedric Willis. C'est un dealer de drogue de 20 ans. Cedric Willis est un jeune noir avec un casier judiciaire. Comme il était en possession de la voiture, il est devenu notre suspect principal. Il nous a dit qu'il avait loué la voiture à un homme qui pouvait avoir entre 37 et 40 ans, d'1,75 m environ. Dans certains quartiers d'Orlando, quand on possède quelque chose, on peut le louer, entre guillemets, pour 5 $. On peut ainsi louer sa voiture pour 1 heure. En général, l'échange se fait contre du crack. Willis est arrêté pour conduite sans permis. Les inspecteurs vont en profiter pour vérifier ses déclarations. Mais une chose est sûre, il ne ressemble en rien au portrait robot dressé par le témoin oculaire. Notre témoin avait dit avoir vu un homme blanc ou hispanique. Il est donc impératif de retrouver la personne à qui Willis a loué la voiture. Est-ce elle qui a volé la voiture? Ou n'est-elle qu'un intermédiaire de plus? La police tient une piste prometteuse et espère qu'elle les mènera quelque part. Vous avez arrêté quelqu'un? Oui. Il était au volant de la voiture de votre fille. Ils avaient retrouvé sa voiture. C'était un point de départ. Il y avait forcément quelqu'un qui connaissait cet homme. Que faisait-il avec sa voiture? Je me souviens comme Claire était déterminée à savoir ce qui s'était passé. Elle nous pressait de questions. Elle ne lâchait pas prise. C'est vrai. J'étais constamment sur leur dos. Ils savaient que j'étais sérieuse. Je n'avais pas peur de leur dire ce qu'il fallait faire. La voiture de Deborah est maintenant une scène de crime. La police scientifique ne trouve aucun téléphone, aucun portefeuille, rien. Les biens de Deborah sont-ils dans les mains de son meurtrier? Pour l'instant, l'enquête piétine. Mais alors que sa famille s'apprête à lui faire ses adieux, un événement va faire basculer l'enquête. Cinq jours après son décès, Deborah est mise en terre. Il y avait tellement de monde à l'enterrement qu'on ne tenait pas tous dans l'église. Il fallait surmonter cette épreuve, aussi pénible soit-elle. Et la surmonter du mieux possible pour Debbie. Le même jour, une agression apparemment sans lien avec la mort de Deborah a lieu de l'autre côté de la ville. Un homme de 75 ans est agressé au cours d'un carjacking. Il avait survécu. Et il a dit à la police que son agresseur l'avait frappé et étranglé. Il m'a tiré de la voiture et traîné dans les bois. Et il a commencé à m'étrangler. Au cours de l'agression, l'homme profère une menace qui ne manque pas d'attirer l'attention de la police.
Il a dit « J'ai tué cette femme en ville, alors tu ne comptes pas. » Parle-t-il de Deborah Fielding? Ce tueur est-il en pleine frénésie meurtrière? Salut. L'inspecteur Browning se confie à un ami et collègue, l'inspecteur Glenn Gause. T'as l'air soucieux. C'est l'affaire Fielding qui me tracasse. J'y pense sans arrêt. Gause est lui aussi dans une impasse avec un cas de meurtre non résolu depuis un mois. Celui de James Wyndham, un architecte proche de la retraite. Y aurait-il un lien avec l'affaire Fielding? Monsieur Wyndham rentrait de chez sa sœur. Il a ouvert la porte d'entrée et quand il s'est tourné, il a reçu un coup sur la tête. Son agresseur a fouillé ses poches arrière pour prendre son portefeuille avant de partir au volant de sa voiture. James Wyndham a été étranglé et sa voiture volée, exactement comme Deborah Fielding et l'homme de 75 ans hospitalisé. C'est le même mode opératoire. 2 crimes non résolus et une agression non élucidée. Les inspecteurs ne peuvent l'accepter. Ils n'ont pas l'intention d'abandonner leur recherche. Surtout qu'un élément nouveau les met sur une autre piste. Regarde ces images de vidéosurveillance. La carte de crédit de Deborah est utilisée à un guichet de retrait, 9 heures après la découverte de son corps. Nous avons demandé les images de vidéosurveillance du guichet en question et nous avons pu avoir une photo. Je vois bien son sac à dos, mais pas son visage. Est-ce que tu peux zoomer encore? J'avais enfin une photo de celui qui avait commis le crime. Mon expérience me permettait de savoir que c'était la clé. Est-ce la photo du meurtrier de Deborah ou celle d'un simple pion dans les événements qui ont entouré sa mort? 6 jours après la découverte du corps de Deborah Fielding, la police enquête sur l'homme qui s'est servi de sa carte de crédit. Cette photo va-t-elle les conduire au meurtrier? Il avait un sac à dos et portait un t-shirt avec des motifs très reconnaissables. Mais on avait du mal à dire s'il s'agissait d'un homme blanc ou hispanique. Le cliché est à contre-jour et ne permet aucune identification. Mais le sac à dos est sans conteste celui de Deborah. Nous ne distinguions pas clairement le visage de cet homme. Nous avions pu reconnaître le sac à dos. Cela voulait dire que quelqu'un se promenait avec les affaires de Deborah. L'enquête avance, même si l'identité du meurtrier de Deborah reste un mystère. Quelqu'un devait savoir quelque chose. La police a offert une prime de 5 000 $ pour retrouver le criminel. Notre famille a ajouté 5 000 $. Cela faisait 10 000 $ de prime. Si quelqu'un savait quelque chose, il suffisait de lui donner une raison d'en parler. Si les enquêteurs disposent désormais d'une photo du suspect, il est impossible de l'identifier formellement, ni même de savoir s'il s'agit du meurtrier. Quelles nouvelles pistes vont-ils pouvoir explorer? La piste de la carte de crédit ne donnant rien, les inspecteurs décident de miser sur la traque du téléphone portable de la victime, volé en même temps que ses affaires. Nous avions ses relevés téléphoniques. En analysant les numéros appelés, nous pouvions remonter à la personne qui l'utilisait. Les relevés les conduisent à une femme appelée Olivia Arena. Où avez-vous eu ce portable? Un ami me l'a donné. Arena est connue de la police comme dealeuse de drogue. Elle avoue être la personne ayant décroché le téléphone de Deborah le soir du meurtre, mais nie catégoriquement l'avoir tué. Un certain Carlos Moore lui aurait donné le téléphone. Encore une fois, c'est un milieu où les gens peuvent acheter des téléphones pour 5 $. T'as mon argent? Montre. Je te donne rien sinon. Ok, c'est bon, je l'ai. Montre-moi. C'était un échange contre une dose de crack. On me l'a donné. Il marche? Bien sûr qu'il marche. On espérait que la piste du téléphone portable nous conduirait à la personne qui l'avait volé. Le voleur et le meurtrier de Deborah sont probablement une seule et même personne. Serait-ce Carlos Moore? La seule façon de le savoir est de le soumettre à un interrogatoire.
Il nous a parlé d'un certain Biscuit. Il a dit que ce Biscuit traînait avec lui et lui avait échangé ce portable contre du crack. C'est ce qu'il faut. Et toi? Il a pris le téléphone avant de l'échanger à son tour. À cette époque, le crack était un gros problème. Les vols de voitures et les carjacking arrivaient souvent. Ils échangeaient la voiture contre une quantité relativement faible de crack. Les carjacking se sont multipliés à cause du crack. On retrouvait la voiture quelques jours plus tard. La personne au volant pouvait être à 2 ou 3 niveaux de relation avec celle qui l'avait volée. Arena a eu le téléphone de Moore, qu'il avait obtenu de Biscuit. Comment ce dernier se l'était-il procuré? Je n'en revenais pas du nombre de personnes qui avaient eu son téléphone en main. J'avais envie de leur dire, bon, vous savez forcément quelque chose. Pourquoi ne dites-vous rien? Au fil des témoignages, l'enquête avance. Les inspecteurs disposent désormais d'un nom, Biscuit. Quelle que soit son identité, il devient le principal suspect. Cela fait plus d'une semaine que Deborah a été assassinée. Pour Claire, l'attente est insoutenable. Elle se montre de plus en plus insistante envers la police. Je savais qu'on allait l'attraper. On avait un nom. Il suffisait de trouver ce fameux Biscuit. Il fallait lui mettre la main dessus. Il se trouve qu'il était bien connu dans certains quartiers d'Orlando. C'était quelqu'un d'ici. Sa famille vivait dans le quartier d'Ivy Lane à Orlando. Nous y sommes allés et avons parlé à la personne qui gère les appartements. Biscuit était en fait Kenny Williams. Or, Kenny Williams a un long casier judiciaire. Ses antécédents criminels le relient-ils au meurtre de Deborah? On a étudié son casier. Tout semblait coller. Il avait été arrêté pour carjacking et pour vol. Il avait tendance à étrangler les gens. En ce sens, il devenait un suspect très probable. Mais nous n'avions rien contre lui, aucune empreinte. Ce n'est qu'une question de temps. Kenny Williams, alias Biscuit, va lui-même apporter sa contribution à l'enquête. Fidèle à ses habitudes, il vole une autre voiture. Il s'était emparé de la voiture d'une femme qui avait réussi à s'échapper. La police du comté d'Orange avait localisé le véhicule. Coupez le moteur et sortez! En essayant d'appréhender Kenny Williams, ils lui ont tiré dessus. Alors même qu'ils allaient mettre la main sur le fameux Biscuit, allaient-ils le perdre dans une fusillade? Comment savoir maintenant si c'est bien Kenny Williams qui a tué Deborah Fielding? Après avoir reçu une balle en essayant de s'enfuir, Kenny Williams est conduit aux urgences. Les proches de Deborah connaîtront-ils un jour la vérité? C'était un cauchemar pour nous. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Vivant, mais ayant perdu l'usage de ses jambes, il doit répondre aux inspecteurs qui le suspectent d'avoir assassiné Deborah Fielding 13 jours plus tôt. Il était à l'hôpital sous notre surveillance. L'interrogatoire pouvait commencer. On l'avait. Et on allait le cuisiner. Dites-nous ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai rencontré une fille dans le parc. Avez-vous parlé avec Deborah? Oui, on s'est bien entendu. À leur question, Williams donne des réponses incohérentes et nie avoir fait quoi que ce soit de mal. Il nous a raconté avoir rencontré Deborah, ce qui était complètement invraisemblable d'après ce que nous savions d'elle. Vous ne l'avez pas prise par force? Vous ne l'avez pas étranglée? Je l'ai pas tuée. J'ai tué personne. Il nous a dit avoir pris du crack. Et il ne se souvenait pas bien de ce qui s'était passé les derniers jours. Et il n'était pas crédible. Les inspecteurs ne croient pas en son innocence. Mais ils n'ont aucune preuve pour l'inculper de meurtre. Je dis la vérité.
Il faut attendre 5 semaines pour que les tests ADN confirment la correspondance entre son sperme et celui retrouvé sur la victime. Nous le tenions et avions passé un accord avec lui. Le procureur ne demanderait pas la peine de mort s'il avouait le meurtre de Deborah Fielding. Williams accepte également de plaider coupable pour le meurtre de James Wyndham, l'architecte agressé alors qu'il rentrait chez lui. Kenny Williams s'en prenait aux gens d'Orlando, partout en ville. Il prenait du crack et commettait un crime. Et il recommençait. C'était un cercle sans fin. En 6 semaines, il a commis 12 agressions. Au revoir tout le monde. Bye. Quand Deborah Fielding sort du restaurant, elle croise le chemin de Williams au plus mauvais moment possible, quand il est en manque. Il n'était même pas 22 heures. Il était encore moins 3 heures du matin. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il était plus fort qu'elle. Il l'a jetée dans la voiture et l'a conduite à Langford Park. Il l'a étranglée, violée. C'est comme ça qu'elle est morte. Je ne peux pas oublier l'image du corps de cette jeune femme abandonnée sur sa terre de parking. C'est affreux de voir comment on peut traiter un être humain de la sorte. Pour les meurtres de Deborah Fielding et James Wyndham, Kenny Williams est condamné à passer le reste de sa vie dans une prison de Floride. La famille de Deborah va enfin pouvoir faire son deuil, mais la douleur causée par Williams est toujours présente. On ne pourra jamais s'en remettre. Jamais. Pour moi, s'en remettre veut dire qu'on est guéri, qu'on redevient comme avant. Mais on ne sera plus jamais comme avant. Et notre émission est maintenant terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chronique criminelle sur NT1. Bonsoir.